Rien me prédestinait à entreprendre. À l'école, j'étais un peu la victime, celui qu'on insulte et qu'on rabaisse constamment. Moi, ce qui m'a fait grandir vraiment, c'est faire face à des problématiques, les challenges, les solutions à trouver pour les clients ou pour moi. Ce qui doit se passer, doit se passer. Si on oublie de penser qu'on n'est peut-être qu'à une décision, à une action, d'être celui qui est suivi plutôt que le suiveur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui avec Alec Henry. Alec qui est à l'origine du mouvement entrepreneur.com, qui est l'hôte du podcast Le Déclic, et qui est aussi à la tête de nombreuses entreprises. Mais ça, il nous en parlera bien mieux que je ne pourrais le faire. Bonjour Alec, comment tu vas? Salut Jérémy, merci pour l'invitation. Je vais excellemment bien. C'est un plaisir d'être ici et j'espère que tu es en pleine forme également. Écoute, tout va très bien. Et ce qui est rigolo, c'est que le jour où on enregistre cet épisode, est sorti un épisode sur ton podcast où je parle justement de l'univers du coaching. Et c'est marrant parce qu'on va pouvoir parler de choses très différentes aujourd'hui. C'est ça. Et c'est super drôle parce que normalement, notre épisode aurait dû être enregistré bien avant. Ouais. Et finalement, la vie a voulu que ça se passe comme ça. C'est pas pour rien. Alors pour ceux qui nous écoutent, j'ai eu des galères techniques de micro et de caméra la semaine dernière. Et j'étais en panique en train d'essayer de dire il faut que j'arrive à le contacter avant qu'il ne se pointe pas pour rien. C'est C'était très vrai. compliqué, mais on a réussi. Tu as eu la gentillesse de recaler cet épisode très rapidement avec moi. Donc c'est cool, je suis content d'être là. C'est vrai. J'ai vu d'ailleurs ton assistante a essayé de me joindre par Ouais. téléphone, par mail, sur LinkedIn, sur Instagram, partout. Mais bon, c'est top. On est ici présent. On va pouvoir faire un épisode de fou quand même. Écoute, on a trouvé le moment, c'est le plus important. Pour commencer, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux parler un peu de toi, de ton parcours et de ce qui t'a amené à aujourd'hui et ce que tu fais aujourd'hui? Yes, totalement. Alors moi, mon parcours à la base, rien me prédestinait à entreprendre. J'étais quelqu'un de plutôt voilà, normal, issu d'une famille normale, on va dire. Enfin, parcours un peu semé d'embûches, parfois, mon père est parti quand j'avais 2 ans. Avec ma mère, c'était pas forcément simple, ce qui a fait que, j'étais quelqu'un d'un peu, extraverti, à l'écart, timide, enfin introverti pardon, à l'écart et timide et à l'école, j'étais un peu la victime, tu vois? Celui, qu'on pousse, celui à qui on casse les lunettes, 2-3 fois, celui à qui on vole la récré, celui qu'on traîne dans la boue, celui qu'on insulte et qu'on rabaisse constamment. En fond de la classe, des fois, j'attirais l'attention, des fois pas. Je savais pas trop comment me positionner, mais surtout, je savais pas pourquoi j'étais à l'école. Donc, j'étais un peu un cancre à l'école. Et ensuite, si tu veux, je me suis réfugié dans les jeux vidéo heu, pendant beaucoup de temps. Quand je dis beaucoup de temps, c'était entre 12 et 18 heures par jour pendant près de 10 ans de ma vie, donc toute mon adolescence. C'était là où je me sentais finalement à ma place, vivant et estimé à ma juste valeur, ou tout du moins la valeur que je considérais à cet instant être la juste, la bonne. Au bout d'un moment, c'est cool de jouer aux jeux vidéo, mais la vie passe, le temps passe. J'étais à l'école, je termine ma scolarité, je sais pas forcément dans quoi me lancer, je me rends compte que je dois rentrer dans la vie active et là, bah, je sais pas quoi faire. Donc je vais à l'usine, je me rends compte que c'est pas si mal en fait et je rentre dans une formation qui dure 4 ans, 4 années de formation à l'usine et là, si tu veux, je me sens pour la première fois, considéré, dans le monde réel. Et du coup, je suis très stimulé et là où j'étais un cancre à l'école, bah, je deviens excellemment bon, dans mon domaine, que ce soit, dans les épreuves scolaires parce que c'était quand même une formation ou dans l'exécution de mon travail au quotidien. Et je me dis: «OK, bon, je suis capable de certaines choses». Puis ensuite, grâce à ça, il se passe 2 choses. Je rencontre, quelqu'un, qui était un mécanicien, dans cette usine, qui est devenu un super pote et qui était je me souviens, tu sais, moi, j'étais tout petit, tout jeune, tout sec, je faisais, 55 kilos tout mouillé et cetera et lui, il était tout balèze, grand, je me dis: «Waouh, c'est Hulk ce mec, incroyable, Superman». Il dévissait les boulons à main nue, je me souviens encore, hein, vraiment et il me dit: «Oh, il faut que tu te mettes au sport, j'étais comme toi avant». Moi, je croyais pas et «J'étais comme toi avant et tout, faut que tu te mettes au sport». Du coup, j'étais dans ma cave en train de mettre en place des tractions, des barres de dips, des chaises sur des chaises, avec des bouquins d'un côté, pour faire de l'équilibre et cetera et j'ai suivi, la méthode Lafay pour l'époque, ceux qui connaissent et j'ai pris effectivement, 25 kilos de muscles en 3 ans. Bon, pas que du muscle, hein, bien sûr, mais voilà, je me suis transformé, j'ai pris confiance en moi, mais surtout, j'ai fait, grâce à quelqu'un que j'ai rencontré dans les jeux vidéo, j'ai démarré le MLM.
Donc le MLM, c'est du marketing de réseau, marketing multiniveau, en 2013 ou 2014, je ne sais plus. Et en fait, si tu veux, c'était la meilleure école que j'ai eue pour l'entrepreneuriat et la confiance en soi. Même si après j'ai arrêté en décembre 2015, et après j'ai créé ma boîte en juillet 2017. Ça a été vraiment une super chouette école. Et en fait, si tu veux, quand j'ai créé ma boîte en juillet 2017, donc pendant 1 an et demi, bah, il me fallait de l'argent pour pouvoir lancer mon projet. Donc j'étais agent de sécurité la nuit, ouvrier la journée, arbitre de foot le week-end, parce que j'avais pas du tout d'argent et je voulais me lancer. Et donc ça a été compliqué avant de le faire. Ensuite, je me suis lancé. Puis, je pensais que ça allait être plus simple que ça, mais les 6, 7, 8, 9 premiers mois pour trouver ses premiers clients, faire ses premiers milliers d'euros, à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on trouve sur internet, j'avais pas suivi de formation, j'avais pas lu de grands bouquins, j'avais pas de parents entrepreneurs ou de mentors ou autres. Et mais j'ai persévéré avec mon associé Amine. Puis ça s'est bien passé, puis on a fait les bonnes rencontres, les bonnes successions de choses. Et à partir de janvier 2018, là, c'était de la folie. La machine était lancée, on ne pouvait plus rien arrêter. Donc, l'agence a explosé. Après, j'ai lancé leconsultant.fr. On est devenu le mouvement numéro un de formation consultant coach, prestataire de services en francophonie. Après, j'ai fait différents séminaires. J'ai fait tous les séminaires de francophonie. J'étais sur le devant de la scène partout. J'ai fait des interviews. J'ai lancé la chaîne YouTube, l'Instagram, le Facebook, où on a plusieurs centaines de milliers de personnes qui nous suivent, tout réseau cumulé, des centaines et des centaines de témoignages, des milliers de clients, puis un livre qui a été best-seller, puis ensuite entrepreneurs.com qu'on a acheté puis lancé en avril 2019. Puis on a continué, non, avril 2020, pardon, excuse-moi, suite à une réflexion de décembre 2019. Puis on a continué à tout exploser, tout cartonner au niveau des chiffres. Et au parallèle de ça, j'ai eu de plus en plus de demandes de coaching, de consulting. Ça s'est de mieux en mieux passé. Des clients qui ont eu de plus en plus gros résultats. Puis au travers de tout ça, en fait, il y a eu des opportunités d'entrée au capital parce que ça faisait du sens. Des clients avaient des besoins, ces sociétés répondaient à des besoins. Moi, j'avais une visibilité, de la clientèle qui avait de la confiance en moi. Je les intégrais dans l'écosystème. Et c'est comme ça que j'ai cumulé plusieurs boîtes. Donc, en n'étant pas totalement au capital, avec des associés à chaque fois et une contribution partielle ou totale selon les besoins. Et c'est ça qui a enrichi justement cet écosystème et aussi qui m'a fait grandir. Moi, ce qui m'a fait grandir vraiment, c'est faire face à des problématiques, résoudre des problématiques, les challenges, les solutions à trouver pour les clients ou pour moi. Et, euh, et voilà, et aujourd'hui, on est en 2023. Après 1 an et demi à faire essentiellement du consulting en back-end, à être beaucoup moins présent, beaucoup moins visible, arrêter complètement les réseaux sociaux, aller faire un tour aussi sur le Web3, marché dans lequel je suis encore aujourd'hui, mais beaucoup moins visible au travers de tout ça pour différentes raisons. Là, on remet en place pas mal de choses, notamment avec le déclic. Tu as pu y participer. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui sont présentes, qui nous écoutent, d'aller écouter notre épisode. C'était vraiment un plaisir, vraiment super. Et aussi, on relance entrepreneurs.com. J'ai de plus en plus aussi de sollicitations, d'interviews de ce type, de séminaires, de choses comme ça. C'est toujours stimulant. Puis je me rends compte que je reviens à mes premiers amours parce qu'en fait, c'est ce que j'aime. Entreprendre et aider à entreprendre. Donc voilà un petit peu pour la présentation un peu longue peut-être, mais en tout cas, c'était nécessaire. Sacré parcours. Et moi, ce qui me marque, c'est comment en quelques années, tu es passé de gringaler à l'usine à l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. Et la première chose qui me frappe, c'est tout ce que tu as dû dépasser sur ton rapport à l'argent, sur apprendre à le recevoir, apprendre à le garder, apprendre à le gérer, apprendre à se sentir bien avec, être de plus en plus confronté, je le suppose en tout cas, à des personnes qui en avaient de plus en plus. Quel a été ton chemin vis-à-vis de tout ça? Hem, Tu sais, c'est drôle parce que, quand parfois on me pose la question: «Comment tu as fait pour aller si vite ou pour faire ci ou pour faire ça?» je réponds souvent que en fait, j'ai pas du tout l'impression d'avoir été rapide et j'ai pas du tout l'impression d'avoir eu une réussite brutale ou autre et ça s'est fait extrêmement progressivement et finalement, c'est pareil pour l'argent. C'est-à-dire que, tu vois, je me sens vraiment pas comme, un gagnant de l'euro-million qui, du coup, Mmh. n'a pas passé certains paliers dans sa vie, dans sa compréhension de l'argent, des systèmes, de la gestion financière, au global, et qu'ensuite, bah, il perd tout. Et
tu vois, ça, je l'ai vu. Alors, moi, je ne connais pas de grands gagnants de l'euro-million, mais par contre, je connais des gens qui ont lancé des projets, notamment avec le Web3 et dans la crypto, dans les NFT, et cetera, et qui ont instantanément gagné beaucoup d'argent. Quand je dis beaucoup d'argent, c'est qu'ils sont passés de zéro à plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions de dollars sur des comptes virtuels ou réels en l'espace de quelques semaines seulement. Mmh. Et ils n'étaient pas prêts mentalement, psychologiquement. Et pour la plupart, ils ont tout ou quasi tout perdu. Et là, ils sont occupés soit à se refaire, soit à se restreindre, à se résoudre et à se dire, OK, c'était une phase, voici les apprentissages que j'ai eus, voici comment je vais me reconstruire, je vais le faire de manière plus long terme. Et, euh, et moi, je n'ai pas ressenti ça comme ça. Donc, pour répondre à ta question, ça s'est fait vraiment de manière progressive. J'ai eu une approche très bon père de famille, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais flambé. Je fais extrêmement attention à mon argent. Je vis vraiment en dessous de mes moyens volontairement. Alors, je vis très bien, hein. Moi, je suis un gourmand. Je fais parmi les meilleurs restaurants dans n'importe quelle ville où je vais. J'adore plein de choses. Je suis un bon vivant. Mais je veux dire, voilà, je reste raisonnable et raisonné avec mes dépenses et j'investis dans ce qui me rapporte et ce qui fait du sens pour moi. Donc, ce qui me rapporte, c'est l'investissement dans mes boîtes, l'investissement dans ma visibilité, l'investissement dans mes collaborateurs, l'investissement dans des systèmes, l'investissement dans des choses qui restent aussi. Donc voilà un petit peu pour répondre à cette question. OK, c'est très intéressant. Pour ceux qui nous écoutent, effectivement, Alec met le doigt sur quelque chose d'important sur, vivre en dessous de ses moyens et en fait, quand on est sur internet, on voit des entrepreneurs comme toi ou certains même qui dépensent en visibilité, du moins plus d'argent que toi. On a vite tendance à se dire, «Ceux-là, ils crament tout». Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la plupart des entrepreneurs qui durent, s'ils dépensent beaucoup, c'est qu'ils gagnent 10 à 100 fois ça. Et qu'en fait, c'est juste que le beaucoup ou pas beaucoup est rapport à tes revenus, rapport à tes investissements, rapport à ta sécurité personnelle, rapport à l'endroit où tu vis. Et ça me fait tiquer. Et c'est Yomi Denzel qui tweetait il y a pas longtemps ce qu'il dépensait par mois à Dubaï. Et c'est une somme qui est pour la plupart du commun des mortels astronomique. Et à la fois, par rapport à ce qu'il gagne et à Dubaï, c'est pas du tout impressionnant. Mmh. Et j'invite vraiment les personnes qui nous écoutent à faire attention à ça. Quand vous voyez le train de vie de quelqu'un, demandez-vous toujours combien cette personne gagne pour se permettre ce train de vie. Et bien souvent, les gens qui durent vivent très en dessous de leurs moyens. Et s'ils ont un très gros train de vie, c'est juste qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent, en fait. C'est ça, tu vois, tu parles de Dubaï, j'avais cette même discussion avec quelqu'un. Hem, Sauf erreur, ce tweet de Yomi, je crois que c'est quelque chose comme 25 000 €. Il sort souvent Ouais, ce c'est ça. chiffre. C'est ça. Voilà, tu vois? Dubaï, 25 000 €, tu vis bien, hein, mais je donne un exemple. L'appartement où je vis là, il est très bien, il est mieux que la plupart, de n'importe quel pays où tu pourrais vivre, mais c'est clairement au-dessus de ce que ça coûterait dans n'importe quel autre pays. Dubaï est Mmh. très cher dans l'immobilier. Ça me coûte plus ou moins, charges incluses, 5 000 € par mois. Hem, Après voilà, c'est un rythme de vie, qui est absolument, fantastique. J'ai un terrain de squash chez moi, j'ai une salle de sport chez moi, j'ai 2 piscines, j'ai un restaurant, j'ai un bar, j'ai un café, j'ai un jardin, j'ai un ascenseur, j'ai un service de conciergerie, j'ai mon bureau chez moi, j'ai tout chez moi. Donc finalement, c'est un luxe qui fait que, tu as des dépenses autres que tu n'as pas. Après, tu te prends un chauffeur, tu te prends ceci, tu te prends cela. Et ouais, tu montes vite à ce genre de revenus et dès que tu sors, c'est tout de suite 200, 300, 500 € un restaurant. Hem, tu voyages aussi, enfin, il y a plein de choses. Donc oui, ça monte très vite, ça monte très vite. Mais tu sais, par exemple, pour reprendre Dubaï rapidement, qu'on dépense plus ou moins, j'ai un ami qui, du coup, est marié, a un enfant récemment, il a moins de 2 ans. On est très proches avec cet ami et tu vois, là, ce week-end, j'étais invité à l'anniversaire de sa femme et il avait, pas que je te dise de bêtises, 5 personnes chez lui, à ce moment-là. Donc il a une nanny qui s'occupe de son enfant quand, même si sa femme est là et lui aussi il s'occupe de son enfant, il veille sur lui. Il a, 2 personnels de maison parce qu'il y avait des invités et cetera. Il avait, son cuisinier qui était ici parce qu'il faisait le barbecue et cetera. Hem Et son chauffeur qui attendait, si besoin, on ne sait jamais. Et il y avait la femme de ménage en plus qui est passée à un moment donné, tu vois? Au cas où s'il y avait besoin de quelqu'un. Et tu vois, tu pourrais te dire: «Waouh, c'est un truc de fou», mais finalement à Dubaï, 1, ça fait partie de la culture, 2, ça coûte pas si cher que ça.
Et il y a plein d'avantages à ça. Et ça peut choquer, tu vois, ceux qui nous écoutent, de dire: «Oh, mais attends, mais t'es totalement assisté». Et ils ont raison. Parce que, tu vois, typiquement, un des sujets de discussion qu'on avait lors du barbecue dans le jardin, c'était j'essaie de limiter ce genre de service et ce genre de choses. Et c'est pour ça que la plupart du temps, je n'ai pas 5, j'en ai que 2. Parce que sinon je m'habitue et après quand je retourne en Europe ou ailleurs, j'arrive plus à m'en sortir. Parce que tu t'habitues à Mmh. ça, tu as un train de vie et la qualité de service, la qualité de vie que tu peux avoir à Dubaï, même avec tout l'argent du monde, tu peux quasiment pas l'avoir en France parce que c'est différent. Par exemple, tu vois, une maid, une nanny qui dort chez toi 7 jours sur 7. Ça ne peut pas exister parce que c'est totalement différent. Et certains diront: «Ouais, c'est de l'esclavage moderne». D'autres comprendront qu'en fait, c'est une opportunité pour ces gens-là parce que la culture est comme ça et parce que c'est comme ça et c'est ainsi. Mais voilà, moi, tu vois, bon, bah, je vis, seul avec ma copine, chez moi, ça se passe très, très bien. Ça dépend de comment tu veux faire les choses. Mais oui, Mmh. Dubaï, ça coûte cher et vivre au-dessous de ses moyens et je te rejoins 10 fois, 100 fois plus. Ce sont des chiffres qui font du sens, heu et heu et voilà et tu vois, c'est encore une fois, Dubaï, par exemple, il y a aussi l'avantage des impôts. Ouais. Si tu prends ce que tu payes en impôts en France, moi personnellement, je suis pas français, donc je suis suisse, j'ai toujours été jamais été forcément en France. J'ai eu des parts dans des sociétés en France, mais c'est différent. Elles sont restées en France. Mes sociétés en Suisse sont restées en Suisse. Mes sociétés en Grande-Bretagne sont restées en Grande-Bretagne et là, du coup, mes sociétés, j'ai 2 sociétés, à Dubaï et je les opère à Dubaï, je les exploite à Dubaï, ça se passe à Dubaï. Mais bref, tu prends un Français qui déménage, s'expatrie à Dubaï pour différentes raisons. Juste l'impôt qu'il économise sur une boîte en France en faisant ne serait-ce que 2 millions de chiffre d'affaires par an, 1,5 million, 2 millions de chiffre d'affaires par an avec une marge à 30-40%, mais tu peux vivre comme un prince, Mmh. juste en économisant ce que tu ne payes pas en impôts. Et je pars du principe qu'il continue à payer sa TVA comme un bon élève, Ouais, tu vois. Donc, c'est important de prendre ça en considération aussi. complètement. Et après, il y a un truc aussi qu'il faut que les gens y comprennent par rapport à Dubaï et moi j'y suis pas, mais j'ai pas mal d'amis qui y sont. C'est que, contrairement à beaucoup d'autres endroits, tout est fait pour que ta seule préoccupation soit gagner le plus d'argent possible ou kiffer. C'est Il y a ça. pas grand chose entre les 2. Et c'est OK, les gens qui sont là-bas, la plupart de ceux que moi j'ai rencontrés sont là-bas précisément pour ça. Donc en fait, tout est plus cher, tout est plus assisté pour que ta vie soit focalisée sur bosser, kiffer. C'est exactement Et ça. et donc forcément, on arrive à des atypicités, des anomalies quelque part parce que tu as parmi les gens qui gagnent le plus d'argent dans leur domaine qui sont allés se mettre là-bas, exactement pour ces raisons. Et il y a très peu d'endroits dans le monde où tu peux retrouver ça. Moi, j'ai quand même un peu bougé. Dans certains coins aux États-Unis, tu peux éventuellement trouver le même niveau de service. Ça va pas coûter le même prix aussi puisque les lois sont pas les mêmes, les réglementations sont pas les mêmes et cetera. Donc après, c'est un choix de vie, c'est un rapport à l'argent, c'est qui tu vas croiser dans la rue, c'est est-ce que tu as des intérêts à être sur place autres que, les impôts et si tu aimes vivre sous 50°. Ça, je sais pas comment vous faites, moi je meurs si je fais ça, même avec la clim, hein, je survis pas. Ça va. C'est 2 mois dans l'année et en général, tout le monde part à ce moment-là. Ouais, tu m'étonnes. C'est comme en Estonie, l'hiver, ils partent tous aussi. C'est ça. Enfin bref. Non, c'est intéressant comme sujet. Et ça permet aussi, de voir autre chose, en fait. Je trouve ça toujours très intéressant de parler avec des entrepreneurs qui sont dans différents pays, de voir que l'entrepreneuriat se vit pas de la même façon. Il y a beaucoup de gens qui disent: «La France, on peut pas entreprendre», c'est un peu des bêtises. On a des très belles boîtes qui se sont montées en France. Clairement. Il y en a qui disent: «On paye trop d'impôts». Bon, oui, les États-Unis, le Canada et la Suisse, il y a quasiment autant d'impôts, une fois qu'on gagne de l'argent correctement. Pour autant, il y a de Mmh. très belles boîtes et de très belles fortunes. C'est Moi, je répète souvent aux gens par rapport à l'argent et aux impôts, ne partez jamais que pour les impôts, mais si vous êtes plus bien dans le pays où vous êtes et que vous en trouvez un autre où vous êtes mieux et qui en plus il y a moins d'impôts, partez très, très vite. Ouais, totalement. Totalement d'accord avec toi et la plupart des gens là, on parle de Dubaï, mais parce qu'on a commencé à parler de ce sujet, mais la plupart des gens, tu sais, ont des a priori assez négatifs sur Dubaï. Mmh. Je vais te citer 2 personnes qui pourtant sont très ouvertes d'esprit, tout autant au moins qu'elles sont brillantes. Une que tu connais bien, tu as fait une interview récemment avec lui, c'est Oussama et un autre qui est mon associé Amine. Les 2 au départ avaient vraiment des a priori négatifs sur ça et disaient: «Mais jamais, jamais j'irai, jamais j'habiterai». Les 2 après avoir mis un pied ici, ne veulent plus partir, plus du tout.
tu vois. Et il y a beaucoup de gens, c'est ça. Et la plupart des gens qui critiquent, c'est soit, et c'est pas du tout péjoratif, mais voilà, il n'y a pas de jugement de valeur, mais c'est comme ça, c'est qu'ils n'ont pas forcément les moyens de se l'offrir et sont frustrés, et donc pour se rassurer, eh bien, vont tout simplement critiquer, ou soit qui ne connaissent pas et qui jugent Dubaï par rapport à des éléments extérieurs qu'ils ont vus et donc ont des a priori négatifs. Mais à Mmh. partir du moment où ils mettent les pieds ici et ils voient ce que c'est réellement, ils changent complètement d'avis, ils n'ont plus envie de partir. Et à l'opposé de ça, tu as beaucoup de gens qui disent que l'Estonie ou Malte, c'est le Graal sur terre. Moi, j'y suis allé, hein. Alors l'Estonie, il fait froid et nuit toute l'année. C'est un très beau pays, les gens sont hyper sympas. Il y a plein d'avantages, hein, mais il fait quand même froid et nuit toute l'année. Faut vouloir, chacun son truc, je respecte. Moi, j'y retournerai pas plus d'une semaine. Et Malte, c'est bien pour faire des vacances festives. Mais à part ça, je sais pas si tu as passé un peu de temps là-bas, c'est un caillou. C'est tout le monde dit: «Dubaï, c'est une ville en plastique». Oui, mais Malte, c'est une ville en caillou. Enfin, Hmm. et Ouais. il y a beaucoup d'endroits comme ça où on veut s'expatrier et en fait, faut aller voir, quoi. Vraiment, faut aller voir. Ouais. Non, je te rejoins et sur l'Estonie et sur Malte. J'ai fait les deux très rapidement. J'ai pas envie d'y retourner forcément. Mmh. C'est pas évident ce sujet de où vivre et trouver le juste, point d'équilibre entre où tu te sens bien, où il y a les gens que tu as envie de voir et de fréquenter, où est-ce que tu vas payer un impôt qui est raisonnable par rapport à ton style de vie? C'est pas une question qui est simple et je vois de plus en plus d'entrepreneurs, que ce soit des gens qui débutent, hein, qui commencent à gagner un peu d'argent, qui se rendent vite compte qu'il y a des trucs qui coincent ou des gens qui sont beaucoup plus avancés et j'ai Hmm. l'impression que c'est une question qui est beaucoup plus au cœur des conversations que ça ne l'a été il y a quelques années. Où il y a quelques années, on se posait moins la question ou alors peut-être que j'y étais moins confronté, c'est une possibilité aussi. Peut-être un peu des deux, mais tu sais, il y a aussi un truc, c'est que le Covid a fait poser beaucoup de questions aux gens. Le Covid a redistribué les cartes aussi d'une certaine façon avec le fait de pouvoir travailler depuis chez soi. Et donc, même quand tu es dans une boîte, n'importe où dans le monde et que tu peux travailler depuis chez toi, tu te poses la question: «Est-ce que je suis au bon endroit finalement?» Parce que je Mmh. vais jamais au bureau. Et à la limite, certaines boîtes, elles ont plus de bureau. Et finalement, enfin moi je le vois, hein, j'ai des gens, des connaissances, des contacts qui habitent ici, qui sont salariés dans des boîtes au Canada, dans des boîtes aux États-Unis, dans des boîtes, en Pologne, dans des boîtes, en Irlande, et cetera. Ils habitent ici, à Dubaï, Mmh. et ils vivent, leur meilleure vie. Alors qu'avant, ils avaient très froid, en Estonie, ou au Canada ou je sais pas où, et ils étaient oppressés fiscalement dans certains pays et c'était complexe pour eux. Aujourd'hui, il y a des avantages pour tout le monde et je pense que, ouais, cette période qu'on a vécue, ces 2 3 dernières années, c'est fou, hein. Si tu regardes, concrètement, tout ce qui s'est passé ces 2 3 dernières années avec encore ces 6 derniers mois, ce qui se passe en Ukraine et cetera, ce qui se passe avec l'IA, ce qui se passe avec, l'inflation, ce qui se passe, mais c'est fou tout ce qui est en train de se passer, tous les changements qui sont en train de s'opérer et qui vont s'opérer dans les années à venir. Il faut être prêt pour ça. Et ben, ouais, il y a des gens qui se remettent en question et heureusement, et du coup, il y a des choses qui changent. Mmh. Tout à fait d'accord. Tu as fait un saut en Géorgie récemment. Exactement, J'ai vu que tu étais du côté donc de Kazbegi, donc qui est, exactement, ouais. les montagnes du nord de la Géorgie, donc à la frontière avec la Russie, la Tchétchénie et cetera. Comment tu as trouvé? Ça C'est t'a plu? génial. Ah, mais c'est pas la première fois que j'y allais. En fait, ma copine est géorgienne, donc ça facilite et l'été dernier, on y est allé. J'y ai vraiment rencontré, une culture, un pays, des coutumes, la nourriture, du vin aussi, le vin géorgien, Kinsmarauli, Twishi, le vin sucré, moi j'adore. Et la nourriture, je crois que je l'ai déjà cité, mais je suis un gourmand, je te l'ai dit, donc je le redis une deuxième fois. Et surtout ces microclimats. Tu vois, tu vas par Ouais. exemple à Batumi, tu es au bord de la mer, il fait chaud. Tu vas à Tbilissi, tu es au centre-ville. Tu vas à Kazbegi, tu as les montagnes. Tu vas à d'autres endroits, tu as justement la plaine avec le vin, avec tout ça. Et la campagne à perte de vue et les montagnes du Caucase en fond, des paysages fantastiques, des lacs, des complexes hôteliers de dingue. Et tu te dis, c'est fou. Et en plus, le coût de la vie est extrêmement peu cher. On Ouais. mange pour deux comme des rois, vin inclus, boisson inclus, tout ce que tu veux pour entre 7 et 11 euros Mmh. pour deux. Tu te Ouais, dis, je sais. waouh. Et tu vois, c'est super. Et surtout, la coutume, tu vois, ça fait remettre beaucoup de choses en question parce que, par exemple, dans leur culture, ils considèrent les étrangers, les invités, comme étant des cadeaux de Dieu. Donc, qu'on Mmh. soit croyant ou pas,
voilà, peu importe, mais c'est quand même beau le message qu'ils font passer au travers de ça. Moi, je me souviens, on est allé en haut d'une montagne, on regardait un course de rallye, circuit de rallye, parce que c'est une ancienne pilote de rallye. Et du coup, on était là-bas dans les herbes, il y avait personne. Et d'un coup, il y a des chasseurs qui nous appellent et tout. Ouais, 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 comme ça, ils parlent géorgien, ils parlaient que géorgien, tu vois. Et moi, je me dis, oh, qu'est-ce qu'ils veulent et tout. On doit être sur leur territoire et autres. Elle me dit, mais non, pas du tout. Ils nous invitent à leur table. Ils viennent de tuer un sanglier, et ils viennent de le cuire et tout. Ils veulent nous faire goûter leur sanglier. Il y avait des pastèques énormes, du tcha-tcha, c'est un alcool géorgien un peu comme de la vodka. La tcha-tcha, je connais malheureusement. Je connais très bien aussi, tu vois. Et du coup, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ouais, Ceux qui nous écoutent. surtout la tcha-tcha, c'est pas réservé aux amateurs. C'est très dangereux comme alcool. Là, le week-end dernier, on y était et j'y suis pas allé seul. Je suis allé avec un couple d'amis. Sa copine a bu 3 tcha-tcha. Ils Oh ont non, voulu expérimenter oh d'affilée. non, oh Elle non. n'a pas dormi. Elle se souviendra toute sa vie des 3 tcha-tcha. Mais ouais, donc effectivement, tu vois, ils nous invitent et ils ne savent même pas que la Suisse existait, tu vois. Quand je lui dis je suis suisse et tout, elle a traduit, ils ne savaient même pas. Et ils découvrent, et tu vois, c'est d'une gentillesse, d'une simplicité folle. Et en fait, ça te fait ça te fait positiver et remettre les choses en question. Tu vois, on peut d'un coup, Hmm. là, en 10 minutes, je te parle de Dubaï et de trucs invraisemblables pour la plupart des gens qui nous écoutent. Et 10 minutes plus tard, je te parle de on mange comme des fous pour 11 € et les gens gagnent en moyenne 300 € par mois. Et encore, tu gagnes Ouais, bien ta vie quand tu gagnes 300 € par mois, tu vois, là-bas. ouais. Et c'est aussi pour ça que j'aime, parce que moi, je suis pas un gars bling. Je viens de la campagne en Suisse, il y a plus de vaches que d'habitants. Si je suis ici à Dubaï, c'est parce que j'aime le style de vie ici, j'aime le soleil. J'habitais à Londres, j'en pouvais plus. J'aime la qualité de service et j'aime être concentré sur ma mission et Hmm. sur ce que j'aime faire, en fait. Le reste, je m'en fiche. Tu vois, j'ai arrêté de faire des restaurants, par exemple. On a un super appart, on invite les gens qu'on a envie d'inviter, on mange ce qu'on a envie de manger directement à la maison. J'ai pas besoin de faire le bling et de faire ceci, cela. C'est pour ça que j'ai arrêté les réseaux sociaux pendant 1 an et demi. J'en avais marre de vivre pour partager plutôt que de Hmm. partager ce que je vivais. Et c'est pour ça que la Géorgie, tu vois, ça me plaît. C'est un beau pays. Moi, j'ai vécu des trucs pas possibles là-bas. J'ai vécu quelques mois. On avait une villa à Tbilissi, on a fait venir des entrepreneurs, etc. Ah, c'est top. Et un jour, on part sur un coup de tête dans les montagnes de Goudaori. Et Goudaori, c'est une station de ski, bon, pour ceux qui ne savent pas, très très connue l'hiver où il y a beaucoup beaucoup de monde, mais l'été, Goudaori, il y a 47 personnes à peu près, je crois, j'avais regardé sur Internet. Ouais. Et donc je monte et je me dis, tiens, je vais me faire une petite ascension, je vais me faire un petit 3000 mètres, je vais me faire un petit sommet. Alors déjà, je croise des gens qui se demandaient ce que je faisais là, parce qu'ils me demandent où tu vas. Je fais, bah, je vais en haut. Et les gens me répondent, mais il y a une route là-bas. Je fais, non, mais je vais à pied. Je fais, mais pourquoi il y a la route? Pourquoi tu veux faire ça? Donc déjà, c'est un autre monde, c'est drôle. Mais c'est surtout en redescendant, je tombe nez à nez avec une gitane de montagne georgienne, avec son troupeau d'oies, donc je fais: «OK, elle balade un troupeau d'oies», qui commence à me hurler dessus en georgien. Je parle pas un mot, moi j'ai quelques notions de russe, donc j'essaie de communiquer avec elle, mais ça marche pas. Et elle me pousse, elle me pousse, elle me pousse, et je me dis: «Qu'est-ce qu'elle me veut? Je dois être sur son terrain, mais c'est bon, je suis en train de partir quoi, calme-toi». Et là, elle me montre 2 chiens, des bergers caucasiens, donc c'est le pitbull local, qui Ouais. sont en train d'attaquer un cheval, en me disant en me faisant comprendre: «Le prochain, c'est toi. Cours très, très vite». Ouais. Et j'ai dévalé toute la montagne sans m'arrêter. J'ai eu la peur de ma vie. Le berger caucasien, c'est à la taille d'un poney, pour ceux qui savent pas à peu près, hein. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Ils sont super gentils en ville, mais effectivement, quand ils sont sauvages, faut... Ah ouais, non, Ouais. ça faut faire gaffe. Mais bon, en tout cas, ouais, j'ai vécu de belles expériences là-bas, j'ai rencontré des gens hyper intéressants et ça fait du bien, je trouve, quand tu commences à gagner de l'argent, tu as tendance à un peu lever ton train de vie, à prendre un peu pour une princesse et tout, ça va vite quand même, tu vois? On peut vite glisser, de retourner dans des pays complètement différents, de pas d'essayer de claquer de l'argent là-bas, parce que de toute façon, en Géorgie, en dehors de la capitale, et de Batumi, tu peux dépenser l'argent que tu veux, tu auras pas tellement plus de services. Te dire juste: «Je m'assois dans l'herbe avec des gens et je mange un morceau en buvant un verre» et juste en fait, ça te fait dire: «OK, faut que je me calme avec ce que je fais toute l'année». Pas dans le sens où je peux pas kiffer, mais dans le sens où redescendre un peu sur terre, on sauve pas des vies, on est des entrepreneurs, on sait créer de l'argent, on sait créer de la valeur, c'est très cool, mais juste, ça va, on est des gens normaux, on est des humains normaux et je trouve que ça fait du bien de temps en temps de ce retour à la réalité, en fait. Mmh. Ouais, clairement. Et tu sais, par exemple, on pourrait se dire: «Ah ouais, donc dans n'importe quel pays où tu as un niveau de vie comme ça le fait». Bah, pas forcément parce que, tu vois, par exemple, alors moi, je suis jamais allé en Thaïlande, mais quand je vois ceux qui vont en Thaïlande, c'est pas forcément pour ce genre de motivation. Et par contre, je suis allé à Bali, l'été dernier. Bah, en fait, j'avais pas du tout ce sentiment. C'est que la Mmh. fête, c'est que: «Ah, tu es un touriste, on va faire ci, on va faire ça». Alors que là-bas, tu es vraiment tranquille, tu vois? Tu es vraiment
complètement déconnecter et juste apprécier la vie. Ouais, complètement. En Thaïlande, tu vas retrouver un petit peu ce genre d'ambiance quand tu vas vraiment au nord de la Thaïlande, dans les montagnes. Ok, C'est-à-dire que tu peux être dans ton hôtel 5 étoiles et te faire inviter à dormir à même le sol dans un temple par un moine parce qu'il t'a trouvé sympa, quoi. Et le nord de la Thaïlande, c'est très différent. Le sud, c'est beaucoup plus bling. Bali, Bali, c'est Bali, quoi. C'est pareil, c'est les ouais, digital nomades et tout. Mais je pense que c'est une question de culture. Et à Tbilissi, c'est peut-être encore un peu différent, mais effectivement, dès que tu t'éloignes un peu et que tu vas dans les montagnes, ils s'en foutent de ton argent. Est-ce que tu as est-ce que tu un truc à bouffer? Est-ce que tu as du vin? Ok, assieds-toi avec nous et fais pas chier, quoi. c'est ça, Et ça fait du bien de temps en temps. complètement. Tu as accompagné des milliers d'entrepreneurs à travers entrepreneur.com et le consultant. C'est quoi les blocages sur l'argent que tu as vu le plus souvent chez ces personnes? Ouais, c'est une bonne question. En plus, c'est cool, je suis content parce que j'ai un chiffre qui se rapproche de la réalité. C'est que là, récemment, justement, vu qu'on remet en place des choses, je devais sortir un vrai chiffre. Du coup, j'ai vu 6207 clients cumulés sur un de nos Stripe. Donc, je sais que j'en ai accompagné au moins 6207 payants. C'est cool. Et C'est de ces énorme. 6000, de ces 6207 payants, uniquement par CV, après, il y a eu des virements, il y a eu des trucs. Il n'y avait pas la crypto à l'époque. On aurait dû faire payer en Bitcoin, en Ether. Imagine, une formation 1000 Ether. Ça aurait été chouette. Euh, donc, pour répondre à ta question, c'est vraiment le premier point, c'est le syndrome de l'imposteur. Mmh. Euh, Comment je peux valoir autant d'argent? Ou faut que je diminue mes prix, ça vaut pas. Et c'est un truc que je vois, mais quotidiennement. Euh, Quotidiennement. En fait, les gens s'attardent sur comment dirais-je, des éléments techniques ou des features de leur personnalité ou de ce qu'ils vont apporter aux gens, plutôt que de s'attarder sur la valeur réelle qu'ils sont en train d'apporter aux gens et la transformation qu'ils vont apporter aux gens et la douleur qu'ils vont résoudre. Tu vois, c'est comme si le serrurier, pour donner une analogie très simple, il te facturait 45 centimes parce qu'il a débloqué ta porte en seulement 12 secondes. Mmh. Ah oui, je travaille que 12 secondes, c'est 45 centimes, monsieur. Non, il va te facturer 200-300 € et tu vas être content de les payer parce qu'il t'a évité de changer ta serrure, il t'a évité de ci, ça, et puis surtout, il t'a rendu l'accès à ta maison. Euh, et c'est pareil, en fait, dans le business. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, l'autre problématique liée à l'argent, ça qui a fait vraiment des ravages, je ne l'ai pas expérimenté. Grâce à un ami avec qui j'ai plus ou moins démarré l'entrepreneuriat au travers d'une collaboration. On n'était pas associés, mais il a gagné beaucoup, beaucoup d'argent très rapidement. Il était relativement jeune, il a gagné beaucoup d'argent très rapidement. Pour ceux qui nous écoutent, beaucoup d'argent très rapidement, c'est passé de quasi zéro à 30 000 € par jour avec 70% de marge, parce que c'était de l'organique, en vendant des formations, etc., quand tu as 19-20 ans. Et tu cumules presque 7 millions d'euros avec majoritairement du profit en moins de 2 ans. Donc, c'est considérable. Et, euh, et du coup, cette personne a quasi tout perdu, mais a surtout fait des erreurs stratégiques monumentales parce qu'il a considérablement augmenté son niveau de vie et surtout, il a été atteint de ce qu'il appelait le syndrome de l'entrepreneur. C'est qu'il s'est dit, OK, je gagne beaucoup d'argent, je prends des gros bureaux, je recrute des collaborateurs, je prends les meilleurs ordinateurs pour tout le monde, je fais ci, je fais ça, je prends les meilleurs trucs, etc. etc. alors qu'il n'en avait pas besoin. Du coup, il avait littéralement des gens qui étaient là, payés à rien faire et pas des prestats. Des salariés en Suisse, chargés, euh, avec tout ce qu'il faut, les avantages, le 13e salaire, le 14e bonus, le machin, le truc, tout. Ça coûte cher, ça, très cher. Et Ça va très vite, hein. ça va très, très, très vite, très, très vite. Quand tu as d'un coup 80, 150, 200 000 balles de charges par mois, tu réfléchis autrement. C'est ce qui s'est passé pour lui. Donc, il m'a offert ce cadeau inestimable hein, de faire l'erreur, entre guillemets, sous mes yeux. Euh, Ensuite, tu as vraiment le. Alors, ça, c'est la base c'est confondre chiffre d'affaires et bénéfices, ou pire, confondre chiffre d'affaires et argent perso. Alors, ça, c'est signer ton arrêt de mort, surtout en Ouais. France. Ne Mmh. faites jamais cette erreur. J'ai En vu des mecs. en France, on peut tout faire comme connerie, hein. Tu essaies de niquer Ah ouais. le fisc, l'URSSAF ou la TVA, c'est prison directe. Ah, mais c'est fini. Moi, j'ai vu un type que vraiment j'adore, hein, qui est devenu un ami proche, etc. J'étais même pas encore entrepreneur. Je balbutiement, je découvrais ce monde-là et tout. Je le voyais avec la CB de la boîte.
acheter des sous-vêtements Victoria's Secret à ses maîtresses. Oh non. Je me disais: «Non, mais c'est un truc de fou, ça, c'est réel» et ça n'a pas manqué, tu vois? Contrôle fiscal et tu vois, là, je te prends l'exemple ultime, mais c'était violent derrière. Donc il y a ces 3 erreurs. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Est-ce que je les ai en tête là maintenant tout de suite? Pas que je sache. Ouais, il y en a une dernière, tiens. Tu parlais du fait de la visibilité, de dépenser beaucoup en visibilité, et cetera. On a dépensé vraiment beaucoup d'argent, des centaines et des centaines de milliers d'euros, par an, voire par mois à certains moments, en tout cas des millions par an entre Facebook, Google, YouTube qui va avec Google, Insta qui va avec Facebook, mais bref, beaucoup d'argent, Mmh. plus d'autres leviers de visibilité, plus les séminaires que je comptais dans la visibilité, et cetera. Si je n'avais pas fait ça, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, j'aurais pas l'influence que j'ai aujourd'hui, j'aurais pas eu les clients que j'ai aujourd'hui, je serais pas invité sur ton podcast, je serais pas intéressant, tu vois? Ou sur une autre thématique, enfin peu importe. Hem Et en fait, faut vraiment se dire: «Ouais, c'est un risque. Ouais, c'est rentable, peut-être pas autant que tu voudrais ou dès le départ, le ROAS, il peut même être négatif dès le départ, à J+1, J+2, J+7, J+30 même. Mais encore aujourd'hui, les centaines de milliers d'euros que j'ai dépensés entre 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, je récolte. Encore aujourd'hui, tu as des mecs qui me disent: «Ah, je t'ai vu à tel endroit. Ah, je t'ai vu avec ton film entrepreneurs.com. Ah, je t'ai vu sur ce plateau. Ah, je t'ai vu sur ce séminaire. Ah, je t'ai vu mais des centaines de fois sur tes pubs. Ah, je me souviens de ce truc-là que tu avais fait, ça m'a marqué, machin» et encore aujourd'hui, tu vois, je récolte ça. Donc si tu veux, la plupart des gens, que j'ai vus des fois et que j'ai eu en coaching, ils n'osaient pas dépenser davantage d'argent parce ils ont un blocage vraiment. Mais comment ça, je vais cramer, 1 000, 2 000, 5 000 € par jour en publicité? Tu es un malade ou quoi? Heu, Ils comprennent pas que derrière, ils auront un retour sur investissement fou. Pareil, comment ça, ça me coûte 300-400 € un montage de une vidéo? J'ai un mec sur, Fiverr ou je sais pas quoi, qui va me come up, Upwork, 5 €, peu importe, qui va me faire le montage pour 25 €. T'es un malade ou quoi? Ah, mais attends, c'est pas le même montage, c'est pas le même travail. Quoi? Un email à 400 € le copywriting? Mais t'es fou, moi j'ai mon petit cousin qui va me le faire pour 30 €, hein, ça va être nickel mon copywriting. Non, non, c'est pas le même copywriting, tu vois? Et c'est tous des trucs comme ça où il y a vraiment ce truc où ils comprennent pas que investir dans leur boîte, investir en eux, investir dans leur visibilité, c'est bien et tu as certains qui comprennent, mais ils comprennent que partiellement. Tu vois? À partir Mmh. et c'est là que tu vois le vrai rapport que tu as à l'argent. C'est au moment où ça commence à bloquer, ça commence à faire mal. Tu commences à dire: «Ah je serre les fesses, tu vois? Je serre les dents. Il faut mon retour sur investissement là», tu vois? Et quand tu commences à pouvoir lâcher 100 K comme ça, voire perdre 100 K sur une opération et ça te fait ni chaud ni froid, là c'est bon. Là tu peux passer un cap parce que je pense que au plus tu es détaché de l'argent, au plus tu es en capacité d'en recevoir. Mmh. Intéressant. Ça me parle ce que tu me dis, j'avais un copain qui était à la maison, l'autre jour, pendant quelques jours et forcément, il a été dans le business en ligne, il a eu une boîte qui a fait plusieurs millions de ventes et cetera. Je me suis dit: «Tiens, je vais lui montrer l'intérieur de la bête», je lui montre toute mon entreprise, tu vois? Donc je lui montre tout dans les détails, on prend une matinée dessus et cetera et je lui dis: «Écoute, il y a un truc que je comprends pas. Nous, on en est là. Ces deux trois personnes-là, ils font deux trois fois notre chiffre et pourtant, de ce que tu me dis, tout notre système, il est meilleur que le leur». Il me regarde très calmement comme ça, tu sais, et il me dit: «Monte les pubs». Et effectivement, tu vois, on est en train d'essayer d'optimiser tout depuis des semaines et il fallait qu'il y ait un con de l'extérieur qui arrive, qui me fait: «Bah, dépense plus». Ah oui? C'est là que tu vois le rapport à l'argent et quand je regarde autour de moi sur les dernières années, des gens comme toi et comme quelques autres qu'on a en commun, hein, qui ont eu de belles ascensions et qui ont eu des beaux business dans l'entrepreneuriat en ligne, après, en dehors aussi bien évidemment. Il y a toujours cette capacité qui revient sur comment tu es capable de dépenser et ce que ça te fait émotionnellement. Mmh. J'ai l'impression que quand tu débloques ça, si tu as été bon dans le reste, bien évidemment, hein, on ne dit pas aux gens: «Cramez tout votre argent en publicité n'importe comment, faut être rentable». Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc qui se joue chez beaucoup d'entrepreneurs à ce niveau-là, c'est combien tu es prêt à dépenser dans ton entreprise, avec quel retour sur investissement, sur quelle durée et que ça change tout. C'est ça. Tu vois, je t'en cite un, pour ne citer que lui, mais Julien Musi. Mmh. Tu crois que ça aurait été Julien Musi s'il n'avait pas été aussi bon, performant et courageux dans sa prise de risque, de dépenser autant d'argent sur un marché tel que ça a été?
Tu vois, on peut dire que c'est un visionnaire, on peut dire ce qu'on veut de lui, positif, négatif, peu importe. Je suis vraiment neutre et moi, c'est un ami, c'est quelqu'un que j'apprécie, et cetera. Hem et certains même pensaient qu'on était les pires concurrents et autres, alors qu'au contraire, aucun problème. Hem, mais tu vois, il fait partie de ceux qui ont osé Mmh. faire ça. Ils sont nombreux, hein, mais je te prends cet exemple parce qu'il a été l'un des premiers à justement, démocratiser le high ticket et dépenser beaucoup d'argent, à une période où nous aussi on en dépensait beaucoup et ça c'est hyper important, tu vois? Et au-delà de l'aspect dépenser de l'argent en pub dans ta boîte, moi combien de fois j'ai été super content de dépenser 3 000, 5 000, 10 000, 20 000 € ou dollars en l'occurrence, dans un, 2 ou 3 conseils sur un call de 15, 30 minutes, 60 minutes, parce que le mec, il nous donnait le conseil qui allait nous permettre de dépenser plus ou aller chercher 2 fois plus de retour sur investissement sur toutes Ouais, nos dépenses. Donc tu exactement. dis, si tu dépenses 500 000 par an ou plus, et que même si ça te coûte 10 000 balles le conseil, mais que ça te permet d'augmenter de 10% ta rentabilité, tu fais x5 sur les 10 000 balles tout de suite, instantanément. Mmh. C'est une façon de voir l'investissement sur soi qui est pas commune. Moi, c'est un truc que je répète souvent. C'est quel est l'effet de levier du conseil qu'on te donne? Et C'est c'est ça, exactement ce dont on a parlé dans le podcast qu'on a enregistré sur le déclic chez toi justement, et ceux qui nous écoutent, je vous invite à aller l'écouter si ce n'est pas encore fait. C'est la notion de high ticket dépend de l'effet de levier, et on parlait justement des dérives, des gens qui ont facturé 100 000 € pour des coachings où il y avait rien dedans, à des débutants qui ont aucun effet de levier et où on était d'accord sur le fait que c'était un peu une aberration. Et à côté de ça, des gens comme toi et moi, on va pouvoir facturer des dizaines de milliers d'euros, peut-être même plus pour toi, mais sur des entreprises qui sont à un niveau qui fait qu'en fait, s'ils implémentent 3 de ce qu'on leur dit, ils ont déjà rentabilisé l'investissement. complètement. Et donc, c'est pas du tout la même chose. C'est, quel est l'effet de levier dont tu disposes sur les conseils qu'on te donne? Et effectivement, payer un conseil 10 000 € ou payer la production d'une publicité 10, 20, 30 000 € quand derrière tu dépenses des centaines de milliers d'euros par an, c'est quoi? C'est ça. Et quand tu es capable de voir que ça s'inscrit comme ça dans une globalité, tu vois tout de suite la différence. Mais c'est intéressant parce que ça révèle tout de suite ton rapport à l'argent, en fait. À comment tu vois ton entreprise, comment tu vois l'argent, comment tu te sens de le dépenser, de l'investir. C'est est-ce que tu réfléchis l'argent encore en valeur numéraire par rapport à ton compte en banque? Auquel cas, dépenser 30 000 € pour tourner une vidéo, c'est très très cher. Ou est-ce que tu réfléchis l'argent dans un contexte? Dépenser 20, 30 000 € pour tourner une publicité sur laquelle tu vas dépenser 1 million au cours des 2 prochaines années, c'est rien. Mmh. Complètement d'accord. Il y a beaucoup de sujets dont on pourrait encore parler indéfiniment. Moi, j'ai une question, j'ai un peu de curiosité. Qu'est-ce qui fait que tu as relancé maintenant ta visibilité social média, ton podcast, ton compte Instagram? J'invite vraiment les gens à aller regarder ce que tu fais, que ce soit sur YouTube, sur tes réseaux sociaux, mais surtout YouTube et le podcast, parce que je trouve que c'est très intéressant, parce que tu as des angles très différents sur les deux. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir et de le faire de cette façon-là? Ouais, c'est une excellente question. Alors, je vais te répondre. Qu'est-ce qui fait que j'ai arrêté? Qu'est-ce qui fait que j'ai arrêté? C'est que j'avais fait le tour, premièrement. J'en avais marre. J'avais plus ce feeling, cette flamme, ce truc. Je faisais pour faire et j'aime pas faire pour faire. J'étais stimulé par d'autres choses. Ça, c'est le premier point. Mais le point décisif, c'est que comme je te disais avant, tu vois, je ne vivais plus des choses pour, enfin, je partageais plus ce que je vivais, pardon, je vivais des choses pour les partager. Je te donne un exemple concret. J'allais aller à un endroit parce que je savais que si j'allais là-bas, je pouvais revenir en hélico pour faire une story, partager ça. J'allais prendre non pas peu importe le moyen de locomotion, j'allais prendre la berline machin classe C truc avec le chauffeur en costard pour faire la story. Je n'allais pas choisir le dessert que j'aime sur la carte, j'allais choisir le dessert qui bling le plus sur la carte. Ça, j'en pouvais plus, tu vois. Et j'ai voulu complètement couper, arrêter. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand j'ai voulu retourner et revenir, c'est que ça me manquait profondément de créer du contenu, de partager, de voir que j'étais utile autour de moi. Et tu sais, oncle Ben dit à Peter, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Pardon. Bon, j'ai un peu honte de dire ça parce que moi, je suis un fan de DC, pas un fan de Marvel à la base. Mais bon, on va dire que là, pour la parenthèse, pour la citation, je m'autorise à le faire. Et du coup, bah là, je me suis dit pareil finalement, j'ai beaucoup de visibilité, beaucoup de crédibilité, beaucoup de notoriété. Enfin, au point là où, tu sais, j'ai redéployé l'équipe marketing sur entrepreneurs.com. Ils sont dans l'embarras
parce qu'on a trop de témoignages et trop de réussites clients et trop de chiffres fous à mettre en avant, parce que c'est des gens qui ont démarré grâce à nous entre 2018 et 2020, voire 2021 pour certains, qui aujourd'hui ont fait des sommes tellement ahurissantes pour la plupart des gens qu'on connaît et à qui on a encore contact, qu'on ne peut même pas les diffuser parce que les personnes à qui on va s'adresser ne peuvent pas s'identifier et ne vont pas y Mmh. croire ou ça ne va pas leur parler, tu vois. Donc, c'est un problème que j'ai rarement constaté et vu, en tout cas chez des clients que j'ai accompagnés. Et du coup, voilà. Mais bref, on savait qu'on avait vraiment un impact, une vraie responsabilité. Donc, je me suis dit, OK, il faut que je trouve un format qui ne me prend pas la tête, qui me permet de partager. Une de mes forces, et la plupart des gens, même gros entrepreneurs à qui je discute, ils le savent, ils le disent, c'est mon réseau. Mmh. J'ai une facilité déconcertante à constituer un réseau. Je connais tout le monde me connaît. J'ai un lien facile, je peux rapidement pénétrer n'importe quelle sphère, quelle qu'elle soit. J'ai pas de honte, j'ai pas de si. Je sais être un caméléon, je sais comprendre mon interlocuteur. Du coup, j'ai cette facilité et, euh, et je sais aussi capitaliser dessus et la mettre en avant et en déployer son potentiel. Je me suis dit, bon, il faut que j'en fasse profiter les gens. Donc, je vais faire un podcast. Comme ça, tranquille, je fais comme là on est en train de faire. Même pas je mettais de vidéo à la base, hein. J'utilisais Riverside, Zoom au départ, après Riverside. J'ai mis 2 personnes de mon équipe dessus, tac, tac, quelqu'un sur les publications, quelqu'un sur la mise en avant, hop, un petit jingle, un petit truc, un petit logo. Alors là, on va changer le jingle, on change l'image, on améliore au fur et à mesure du temps. Et voilà, je me suis dit, vas-y, let's go. J'ai enregistré, tac, 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 tac. Là, on est presque à 60 épisodes et ça cartonne, ça marche bien, c'est super, c'est génial, l'accueil du podcast est fou. Puis au final, je me prends en jeu, tu vois. Je me dis, ah tiens, si j'en faisais une en vidéo. Ah tiens, si en fait je faisais un autre type de vidéo. Ah tiens, mais les Reels, ça marche bien en fait, c'est cool. Vas-y, on va tester. Et puis, au fur et à mesure, tu avances comme ça, tu vois. Et puis finalement, tu vois, par exemple, tu dis, voilà, YouTube, ta posture est différente que le podcast et tout. Tu vois, j'ai essayé une vidéo Cristiano Ronaldo sur le storytelling. Il y en a une autre qui va sortir sur Tom Cruise. Mais voilà, on en a fait 2, on a testé, ça me plaît pas. J'arrête. Même si ça pourrait taper un angle spécifique marketing et tout, ça me plaît pas. J'arrête, je me prends plus la tête. Euh, un C'est autre des truc, formats c'est des formats, les analyses de personnalité, et raccroché à ton sujet, ça c'est marche ça. terriblement bien sur YouTube. Ouais, Mais je sais pas, parce que moi j'en ai fait quelques-unes aussi, c'est très, très chiant à faire. c'est horrible. Tu dois analyser, tu dois scripter, tu dois machin. Le monteur, il doit chercher 12 000 rushs. C'est horrible à faire. Mmh. Pareil, les formats où tu apportes de la valeur, si tu veux te différencier, tu dois tout scripter, tu dois tout préparer, c'est horrible. Alors, moi, je me plains, je dis que c'est horrible, mais c'est pas moi qui les fais, hein. J'ai des gens qui le font et tout. Heureusement, tu vois, sinon je le ferais pas. Je suis honnête, je le ferais pas. Mais parce que j'ai pas le temps et ma valeur est ailleurs. Mais c'est vraiment du vrai travail. Alors que, Mmh. et vraiment respect et heureux d'avoir ces personnes formidables dans mon équipe au quotidien. Alors que mon podcast, c'est très simple. J'ai un message WhatsApp à envoyer, vocal ou écrit selon mon humeur. J'invite un pote qui a un parcours de fou. J'en ai un autre à envoyer à mon équipe du studio. J'enregistre le créneau, l'heure, le jour. J'y vais, je me déplace. On fait un épisode de fou, on discute, c'est trop bien. J'envoie mes rushs à mon monteur. Tout le process est en place, mon équipe le publie, tout le monde est content. C'est bon, c'est fini. Mmh. Et j'adore, tu vois. Les Reels, pareil, je complexifie le truc, machin, on a simplifié, hop, là on va venir avec un nouveau format, ça va être nickel. Et je suis sûr que ça va mieux performer. Et si ça ne performera pas, on arrêtera les Reels, on fera autre chose, c'est pas grave, tu vois. Et j'aime la simplicité de plus en plus. On a tellement compliqué les schémas, et pareil, avec la relance d'entrepreneurs.com, on va être ultra simple, on va être ultra accessible. Le but, c'est pas de vendre des trucs à 1000 balles, 2000 balles et tout, des formations en ligne. Non, on veut vraiment créer un produit qui va coûter quelques dizaines d'euros, qui sera accessible pour tout le monde. On va impacter des milliers de personnes et on va leur donner ce que personne n'a jamais donné dans des formations et des programmes vendus plusieurs milliers d'euros pour quelques dizaines d'euros, tu vois. Et, et c'est l'objectif et c'est la vision parce que je veux pas me prendre la tête. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'ai mis en pause entrepreneurs.com. Force est de constater que j'ai pas juste gardé mon train de vie, je l'ai amélioré, je l'ai augmenté. Donc, ça veut quand même dire que je sais ce que je fais et que j'ai d'autres sources de revenus. Sinon, si je savais pas gérer mon argent et pas en faire, je serais retourné en France où il y avait plus de vaches que en Suisse, pardon, il y avait plus de vaches que d'habitants. Mais et du coup, voilà, je fais plus ça pour l'argent. Certes, il y a une motivation économique parce que plus on va faire d'argent, plus on va faire de profit, plus on va pouvoir le réinvestir dans la croissance, plus on va pouvoir impacter de gens. Donc moi, dépenser 100, 200, 300, 500, 800 000 euros par mois en pub, c'est mon seul objectif en relançant entrepreneurs.com. C'est pas de faire du profit, c'est vraiment impacter le maximum de gens. Donc ouais, ça va être fun, ça va être cool.
Et c'est dans cette dynamique que je reviens avec justement cette volonté de faire des trucs qui me plaisent, d'apporter de la valeur. Et pour tout te dire, tu vois, vu que faut savoir que j'ai fait pendant 3 ans 2 à 3 coachings par semaine Mmh. avec à chaque fois entre 30 et 80 personnes connectées. Ça durait entre 2 heures et 4 heures à chaque fois. Toutes les 5 à 15 minutes, je répondais à une autre question, une autre problématique. Tout était enregistré, tout était machin, tout était structuré et autres. Plus les coachings avancés en groupe, plus mon mastermind, plus des séminaires, plus les bootcamps, plus tous mes coachings individuels, plus mes réunions avec mes équipes. Autant te dire que j'ai répété, traité 1000 fois les mêmes problématiques et les mêmes trucs. Mmh. Je n'avais un peu marre de coacher les débutants. Donc là, avec ce qu'on va mettre en place, je vais m'autoriser à 2 3 heures par mois d'intervenir avec les entrepreneurs qui démarrent. Parce que voilà, en une soirée, en un shoot, c'est top, ça va motiver et je vais leur donner énormément de valeur et c'est top. Mais j'ai constitué toute une équipe qui font partie des précédents que j'ai accompagnés ou certains qui bossent avec moi depuis plus de 4 ans et qui, eux, vont coacher pour moi et qui, Mmh. eux, ont encore cette flamme et cette envie, tu vois. Et c'était important parce que je voulais retrouver la qualité de ce que je délivrais, mais je ne pouvais pas le faire moi-même. Ce serait me mentir à moi-même et je ne veux plus faire des trucs où je ne suis pas aligné, où c'est pas moi, où c'est pas humain et où c'est pas ce que je kiffe faire. Parce que j'ai pendant longtemps aussi pour suivre des trames marketing et des choses comme ça, et jette la pierre à personne, mais juste lu des scripts pour lire des scripts. Et j'ai eu une image d'individus sans cœur, d'individus qui juste est là pour la performance, etc. Et avec une énergie très masculine, très hustle, très ta 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 ta. Alors que c'est pas moi. Tu vois, mon Mmh. feed Instagram, tu as l'impression que je suis seul au monde quand tu regardes à certains moments. Alors que là, maintenant, j'ai donné instruction à mes équipes. J'ai dit, je veux plus qu'on publie une seule photo où je suis seul sur Instagram. Sauf Mmh. exception majeure pour raison X. Mais je suis constamment entouré de gens autour de moi, on les voit jamais. Il y a un Mmh. problème, tu vois. Alors que, et du coup, les gens disent, mais t'es pas humain, t'es tout le temps tout seul, machin et tout, tes discours, tes ci, tes ça, les chiffres, les machins. Ouais, c'est clair, moi je suis data driven, je suis drivé par les chiffres, je suis drivé par le résultat et les gens me payent très cher pour ça. Mais la réalité, c'est que c'est pas que ma personnalité. Moi, tu regarderais toutes mes soirées et là, dans mon agenda, il n'y a pas un soir où je suis pas tout seul, je suis pas entouré de couples d'amis, de partenaires, d'associés, des bons repas, des ci, des ça. Tu vois, je vis pour ça en fait. Pareil dans le business, je vis pour partager. Mon Mmh. agenda, c'est 80% que des meetings, que des trucs, que des échanges, que des discussions, que de la gestion d'équipe, décider ça. Et ça fait partie de moi. Et je veux que ça soit présent dans la suite et dans entrepreneurs.com et dans mon image désormais. C'est un beau message et ça répond à une vraie problématique de la solitude de l'entrepreneur, surtout ceux qui débutent, tu vois? Et on a vite fait, sous couvert de personal branding, sous couvert d'image, de, tu sais, faut se montrer comme une personne qui a réussi, qui est seule au sommet, et cetera, et à jouer un rôle, en fait, et je pense qu'on est tous passés un peu par là. Alors moi, j'ai une chance, c'est que sur la typologie de personnes qui me suivent et que j'ai envie d'aider, si je me montre en haut d'une tour avec une Rolex et une Porsche, je perds 50 de chiffre d'affaires. Tu me mets par contre avec une bande de copains à la montagne en jogging, je gagne 50 de chiffre d'affaires. Alors j'ai de la chance, j'ai une audience qui a envie de me voir vivre des trucs que j'aime vivre. Donc, c'est trop Hmm. cool, tu vois. Et ça m'a évité, je pense, de tomber dans ce piège de communication, tu vois, parce que je pense que sinon je serais tombé dedans aussi. Et j'ai failli glisser plein de fois. Il y a plein de moments où je me suis dit, non, mais attends, il faut montrer ça, etc. Et à un moment, je me suis dit, ouais, mais du coup, en fait, communiquer et mener mon entreprise va devenir un truc qui m'emmerde. Et parce que je vais devoir jouer un rôle en permanence que je suis pas du tout dans la vie réelle, tu vois? Je suis avec ma casquette, en t-shirt et tout, et c'est comme ça que je suis vraiment. Je pense que quand tu arrives à aligner ça avec ton marché et avec ton quotidien, tu es plus heureux en tant qu'entrepreneur. Et si vous Mais arrivez à complètement. passer ça, avec entrepreneurs.com et avec, toi, avec ton message en tant qu'Alec Henry, ce sera une très belle chose, je pense. Et tu n'es pas plus heureux en tant qu'entrepreneur uniquement, tu es plus heureux en tant qu'individu, Ouais, complètement. complètement d'accord avec toi. J'ai une dernière question que j'aimerais te poser. Je l'ai posée dans un podcast précédent, je l'aime bien. Si tu avais un conseil à donner au toi de 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Heu, Achète du bitcoin. Mais tellement. Ah oui, 15 ans. En plus, attends, j'ai acheté quand? 2014, 2015? Je sais plus quel âge j'avais, 2014-2015. 10 ans de moins. Ouais, j'avais 19 ans, 18 ans. Tu vois, 3 ans plus tôt, c'était magnifique. Je les ai achetés à 240 $, 240 €. Donc 3 ans avant, Je c'était te le prends à présent ça. 600 moi. Ah bah, tu vois, c'est
Toi aussi, tu aurais dû en acheter à 15 ans. Tu les aurais eu. Tu veux te marrer? Moi, je me souviens de l'époque où j'ai commencé à acheter mon premier Bitcoin. Ils étaient donc à 600-700 euros. Et l'Ether était à 25-30 euros, je crois, un truc comme ça. Et Ok, j'avais plein d'Ether. Vraiment plein. Et je me suis dit, ce c'est truc, une c'est de la baleine. merde, ça prendra jamais. J'ai tout revendu. Ah ouais. J'ai quasiment pas pris de plus-value. En me disant, c'est de la merde, ça prendra jamais de toute façon, ce truc-là. Et aujourd'hui, quand tu vois que l'Ether, il a 1500 $, je me dis, ah, j'ai fait une connerie, hein. Ah, puis attends, aujourd'hui, il a 1005, mais il y a quelques mois encore, il était à Ouais, 4003. ouais, complètement. Donc, ouais. Non, mais bah écoute, achète du Bitcoin, mais si je vais donner un autre conseil, je dirais, en vrai, je te dis honnêtement, tu sais, c'est un peu comme la question, t'aimerais qu'il y ait quoi écrit sur ta tombe? Dernière fois qu'on m'a posé cette question, j'ai dit rien. Rien, je veux rien qu'il soit écrit. Tu fais ton propre avis, tu vois. Bah là, c'est pareil, je veux rien lui dire. Fais la même chose, je regrette rien du tout, moi. Genre, ce qui doit se passer, doit se passer. Mhm. Positif, négatif, euh, des trucs les plus brutaux possibles dans ta vie, comme les trucs les plus merveilleux. Rien. Ok, c'est une belle réponse. Pour les personnes qui veulent te suivre et suivre le relancement d'entrepreneurs.com et voir ce que tu deviens, voir ta nouvelle communication, etc., où est-ce qu'ils doivent aller en priorité? Euh, écoutez un épisode du podcast Le Déclic. Je donne beaucoup de cœur pour ça et même celui qu'on a fait ensemble était super. Donc, faites-vous plaisir, servez-vous, buffet à volonté, c'est gratuit, la maison qui offre. Ensuite, sur Instagram, je suis très présent sur Instagram, Alec Henry, et également sur entrepreneurs.com. Vous pouvez vraiment aussi vous faire plaisir au travers de tout ça. Mais au-delà de ça, vraiment, au-delà de suivre des gens, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens à suivre qu'au final, on en suit tellement qu'on oublie de se suivre soi-même et on oublie de passer à l'action, on oublie de penser que on est peut-être qu'à une décision, à une action d'être celui qui est suivi plutôt que le suiveur. Et la plupart des gens ont déjà toutes les informations. Mhm. Tu vois, si vous avez la maturité, l'ouverture d'esprit d'être sur ce podcast, de l'avoir écouté jusqu'ici, il y a de très fortes probabilités que vous ayez écouté plusieurs épisodes ou plusieurs podcasts ou plusieurs vidéos de Jérémy et que vous suivez peut-être d'autres entrepreneurs sur le web et que vous disposiez déjà de toutes les informations. Et à 90%, je suis quasi certain de ce que je raconte. Si c'est le cas, bah, pourquoi c'est pas moi qui vous suis sur Insta maintenant? Ah, c'est la seule question que je me pose. Pourquoi c'est pas moi qui vous suis tellement que vous cartonnez en fait? Parce que vous avez déjà toutes les informations, il suffit juste de les appliquer correctement. Ouais, c'est compliqué. Ouais, il y a des doutes. Ouais, il y a un facteur chance. Ouais, il y a un facteur timing. Ouais, ça prend du temps. Ouais, ouais. Ça demande du courage aussi. Ouais. Je ne vais pas te dire le contraire, mais ça dépend de toi. Bah, écoute, c'est un merveilleux mot de la fin et on mettra tous les liens pour te suivre dans la description de l'épisode. Alec, merci beaucoup pour ton temps, ton partage, tout ce que tu nous as dit pendant cet épisode et j'espère que ça inspirera beaucoup de gens. Et je pense qu'on va prendre plaisir à te suivre dans les mois et les années à venir. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. C'était vraiment un plaisir. Et je te retourne le compliment. À bientôt. À bientôt.